J'ai demandé à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. D'abord, le principal titre. Vers le retrait collectif des États africains du statut de Rome, une session extraordinaire de l'Union africaine s'est réunie depuis ce vendredi pour lever l'option. Les sénateurs ont repris du service un peu plus d'un mois après la rentrée. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles dans les zones en conflit, Zaina Awa Bangoura, était ce vendredi devant les sénateurs et quelques membres du gouvernement pour solliciter l'appui des élus dans la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Les chefs de police de la sous-région d'Afrique centrale s'engagent à faire bloc contre la criminalité transfrontalière et surtout à combattre le banditisme urbain dans les grandes métropoles de cette partie du continent. Ce sont là quelques recommandations issues de leur 14e assemblée qui s'est clôturée ce vendredi ici à Kinshasa. En page sportive, sachez que la Ligue nationale de football vient de rendre public le calendrier des différentes rencontres du championnat de la Vodacom Super League. Des MP débutent à Kinshasa alors que le club ira pour la première journée à Kananga à l'assaut de l'Union sportive Chinkuku. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir, d'abord cette nouvelle, c'est officiel, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, se prononce le mardi prochain devant le Congrès, sauf changement de dernière minute. Ce rendez-vous très attendu devrait permettre au chef de l'État d'annoncer d'importantes mesures pour la bonne marche du pays. Plaidoyer pour plus d'implication des institutions nationales dans la lutte contre les violences sexuelles dans les zones en conflit. Zaina Awa Bangoura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge de ces questions, était ce vendredi devant les sénateurs et quelques membres du gouvernement pour solliciter leur soutien dans la campagne de dénonciation et de répression des crimes sur l'étendue du territoire national. Suivez. C'est une plénière pas comme ils en ont l'habitude. En lieu et place des ministres et autres qui défilent à la tribune, Zainab Awa Bangoura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles, se tient devant les sénateurs. Son message, mettre fin aux violences sexuelles et changer de récit sur ce sujet en RDC. Faisant d'une pierre deux coups, Zainab Awa encourage les élus des élus à adopter des lois sur la création des chambres spécialisées devant traiter différents crimes commis dans le pays depuis 1990, crimes qu'elle considère comme auteurs de violences sexuelles. I encourage the Senate to enact this law. J'encourage le Sénat à adopter cette loi. Une fois adoptée, cette loi sera un énorme pas en avant dans la lutte contre l'impunité pour les crimes de violence sexuelle commis pendant les longues années de conflit en RDC. Pour mettre fin à la violence sexuelle liée au conflit, nous devons mettre fin à l'impunité et mettre fin à la guerre. Zainab Awa reconnaît quelques avancées dans la lutte contre les violences sexuelles, quoiqu'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Elle rassure tout de même la RDC du soutien des Nations Unies dans les efforts qu'elle mène dans l'éradication de ce fléau.
À ce sujet, justement, le ministère du Genre et le Forum des éducatrices africaines ont choisi cette journée du 11 octobre dédiée sur le plan international à la jeune fille pour plaider en faveur de cette catégorie de la population. Ils ont exhorté le gouvernement à plus d'engagement pour lutter contre les violences dont la jeune fille est souvent victime dans notre pays. Cette structure a saisi cette occasion pour présenter officiellement son site web Tribune d'expression pour la jeune fille. La cérémonie a eu lieu au lycée Sainte-Germaine Angili, José Junior Owawa et Blanchard Kandolo. Devant des lycéennes visiblement attentionnées, Louise Mayuma, présidente du Forum des éducatrices africaines, dresse un tableau de la situation de la jeune fille en RDC. C'est un tableau plutôt sombre. Elle plaide pour la valorisation, l'implication et l'éducation de la jeune fille afin de lutter contre les discriminations dont elle est victime. Donc, nous avons organisé cette journée en partenariat avec le ministère du Genre, Famille et Enfants, ainsi que le ministère de l'EPSP. Et il y a également les partenaires des Nations Unies qui sont ici avec nous pour que nous puissions sensibiliser d'abord la jeune fille elle-même. Nous allons organiser des clubs d'excellence avec les jeunes filles. Nous allons appeler les personnalités, hommes et femmes, j'insiste, pour venir échanger avec ces jeunes filles-là, pour leur dire qu'elles ont leur place dans la société et qu'elles ne doivent pas se limiter à subir la vie, mais plutôt prendre les choses en main pour aller de l'avant en ce qui concerne leur scolarité. La ministre du Genre, Famille et Enfants, qui a pris part à cette journée onusienne qui est à sa deuxième expérience, revient sur l'importance que revêt l'éducation de la jeune fille. C'est avec ces filles que nous allons mettre en œuvre la parité homme-femme. Et si aujourd'hui, elles s'adonnent dans les mariages, dans les grossesses, je pense que ça ne sera pas possible. La sensibilisation des concernés sur la question revêt une importance capitale dans la lutte contre les violences liées à la jeune fille en RDC. Ainsi, le site web que la structure met sur pied permettra non seulement de concrétiser sa mission, mais aussi permettra à la jeune fille congolaise de s'exprimer. Le 14e forum des ministres en charge de questions de sécurité en Afrique centrale appartient à l'histoire. Pendant 5 jours, les participants ont appris à lutter contre la criminalité transfrontalière dans la sous-région. Richard Mouyej, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, s'est voulu rassurant quant à la capacité de la police nationale congolaise de rétablir la paix et la sécurité sur l'étendue du territoire national. Il a salué l'idée de la coopération entre le comité de chefs de la police de l'Afrique centrale avec les soutiens de l'Organisation internationale de la police criminelle et l'Interpol. Les travaux avaient eu lieu en la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, Mariam Boya et Pati Alouma. Cette cérémonie met fin au Forum des ministres de sécurité qui a réuni pendant 4 jours les pays membres du comité de chefs de police de l'Afrique centrale en RDC. À l'issue de ces échanges, ils ont décidé de lutter notamment contre le trafic d'armes, le trafic d'organes humains, l'immigration clandestine et la cybercriminalité, surtout en ce moment où le monde est devenu un village planétaire. Le ministre de l'Intérieur ne manque pas de reconnaître la portée de cette coopération policière entre la République démocratique du Congo et les pays de la sous-région. La participation de la police nationale congolaise, grâce à l'appui de tous les services d'application de la loi, à la lutte contre la criminalité transfrontalière de pays de la SADC, de l'Afrique de l'Est et depuis peu avec ceux de l'Afrique centrale, est une preuve évidente de ces schémas de connexion au niveau de la sous-région. Avec une coopération policière sous-régionale renforcée, nous pouvons véritablement porter atteinte aux capacités de nuisance des criminels internationaux et les traquer jusque dans leur dernier retranchement. Nos populations ne nous laisse pas d'ailleurs d'autre choix que de réussir ces défis. Le gouvernement congolais est engagé dans des réformes qui devraient bientôt changer l'image du pays. La réforme du service de sécurité, la décentralisation, le mode de gestion de la chose publique, autant d'outils qui permettront de mettre fin à la criminalité sur l'ensemble du pays et aussi dans la sous-région.
La situation de la partie est de la République démocratique du Congo devient de plus en plus préoccupante. La rébellion du M23 continue à renforcer ses positions et à recruter de force des enfants au Rwanda pour les intégrer dans ses rangs. Ceci démontre que les ennemis de la RDC sont prêts à lui déclarer la guerre. La dynamique de Kampala se butant désormais à un mur d'incompréhension. À Kinshasa, on est prêt à toute éventualité et du côté des FARDC, les troupes sont placées en état d'alerte maximale. On est donc parti, selon le quotidien Le Potentiel qui livre cette information, pour une guerre généralisée. Les détails dans ce commentaire de la rédaction avec Eric Makolo. Les ennemis de la République démocratique du Congo sont prêts à lui déclarer la guerre. La MONUSCO conforte cette thèse qui ne fait l'ombre d'aucun doute, indiquant être en possession des preuves matérielles sur les renforcements des positions militaires du M23. L'on est donc parti pour une guerre généralisée, la dynamique de Kampala se butant désormais à un mur d'incompréhension. À Kinshasa, l'on est conscient du danger, aussi se dit-on prêt à toute éventualité. Même son des cloches du côté des FARDC où les troupes sont placées en état d'alerte maximale. En clair, la situation sécuritaire dans l'Est s'est sensiblement détériorée ces derniers jours. Le récent passage dans la région des Grands Lacs d'une délégation des membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas résolu le problème. Bien au contraire, la passivité dont a fait preuve les Nations Unies a réconforté la thèse d'une issue militaire à la crise qui ronge terriblement cette région où les décors d'une guerre imminente s'est mis en place. Outre les déploiements par les Rwandais de ses troupes à la frontière avec la République démocratique du Congo, des sources locales font état d'une présence remarquée des militaires rwandais à Kavange, Bunagana, bastion du M23. Ces troupes rwandaises sont rentrées dans les deux localités par le flanc du volcan Gaïnga. Plus explicite, la MONUSCO dit aussi de tenir des preuves matérielles que la rébellion du M23 continue à renforcer ses positions et à recruter des forces des enfants au Rwanda pour les intégrer dans ses rangs. Depuis un temps, la MONUSCO tente désespérément de colmater les brèches. Serait-ce une façon pour elle de se repentir en mettant le gouvernement devant ses responsabilités? L'on se rappelle que dans une récente déclaration, le patron de la MONUSCO a clairement indiqué que la MONUSCO n'est pas en République démocratique du Congo pour se battre à la place de la RDC. La présence des troupes onusiennes en République démocratique du Congo avait soutenu il y a peu Martin Kobler, patron de la MONUSCO, et juste pour apporter un soutien au FARDC. De son côté, le gouvernement congolais promet de faire face efficacement à cette nouvelle menace. Nous sommes prêts à toute éventualité, a déclaré Lambert Mende, en précisant par ailleurs que le pays sera défendu et bien défendu. Même conviction dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo où son porte-parole, le colonel Amouli, promet également l'apocalypse au M23 dans le cas où il relancerait les hostilités dans l'est du pays. Ce qui conduit à dire que la situation de la partie Est devient de plus en plus préoccupante. Elle doit donc être prise au sérieux. À l'instant, elle a atteint son paroxysme. Raison de plus d'appeler à une mobilisation générale de l'ensemble de la population. Si le peuple doit jouer sa partition, il est temps aussi pour le chef de l'État, garant de la nation, d'activer le mécanisme prévu par l'article 85 de la Constitution en pareille circonstance. Procéder ainsi, c'est redonner aussi confiance aux hommes des troupes qui sont au front et surtout raffermir davantage la fibre patriotique au sein de la population. Il faut faire face à cet agenda caché qui est l'amputation de la RDC du Kivu et de l'Ituri. Tous ces jours sur la résistance dont le M23 doit faire preuve face à Kinshasa. Quant à Kampala, il se prépare à s'emparer de l'Ituri, le moment venu, conspiration, complot, complicité, tout se mêle et se conjugue aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Augustin Matata Ponyo poursuit son séjour aux États-Unis d'Amérique. Le chef du gouvernement congolais a eu des entretiens ce vendredi avec plusieurs personnalités, dont les responsables de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il a mis à profit ces échanges pour présenter les différentes réformes en cours en République démocratique du Congo avant de dénoncer la situation sécuritaire volatile qui prévaut à l'est du pays. Le compte rendu avec la presse de la primature. Le chef du gouvernement congolais a quitté Chicago ce mercredi pour Washington où il est l'invité de marque des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Peu avant de quitter Chicago, Matata Ponyo a poursuivi son opération de relations publiques devant le monde international de finances réuni dans la capitale de l'Illinois pour parler du climat des affaires en RDC pendant une demi-heure.
Il a vendu l'image de la RDC devant ses investisseurs africains et internationaux venus nombreux l'entendre. Il a rappelé les réformes entreprises, notamment la création du guichet unique d'entreprise, l'allègement des taxes, lesquelles réformes font figurer la RDC parmi les top 10 des économies africaines. L'offensive de charme de Matata Ponyo bénéficie du soutien de précieux alliés de la haute sphère internationale, à savoir la Banque mondiale et le FMI. Par la suite, Matata Ponyo, aussitôt arrivé dans la capitale fédérale américaine, a échangé avec la sous-secrétaire d'État pour l'Afrique. Il a été question du dossier de l'Est, des concertations nationales et du calendrier électoral en cours. Auparavant, le Premier ministre a échangé avec le responsable de l'USAID, devant qui les progrès réalisés au pays ont été expliqués. L'Agence américaine de développement trouve au gouvernement congolais un interlocuteur auprès de qui elle peut soumettre un certain nombre de projets de développement. Le responsable de l'USAID, qui a accepté l'invitation de se rendre en RDC, reconnaît la justesse de l'action gouvernementale. Les chefs d'État et de gouvernements africains sont en sommet extraordinaire à Addis Abeba depuis ce vendredi. À travers cette rencontre de 2 jours, ils devraient arriver à dire si oui ou non les pays africains doivent continuer à respecter le statut de Rome, texte qui crée la CPI. Cette juridiction pénale internationale créée pour réprimer les crimes les plus graves comme les crimes de guerre et les génocides est à ce jour devenue un vrai danger pour les dirigeants africains. Les cas de Uhuru Kenyatta, président en exercice du Kenya, et son homologue du Soudan, El-Béchir, seraient à la base de cette frustration. Suivez à ces propos cette analyse de la rédaction avec Christopher Kamanda. Peut-on parler d'un rétro-répédalage? Les dirigeants africains réunis au sein de l'Union africaine ne cachent plus leur colère. Ils sont pour la plupart décidés à quitter la Cour pénale internationale. 11 ans seulement après sa création, cette juridiction régie par les statuts de Rome semble s'ériger en un organe répressif réservé aux seuls Africains, leurs dirigeants en particulier. Créé pour réprimer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide, ce tribunal est aujourd'hui l'objet des controverses depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo. L'affaire a connu plus de rebondissements au cours du récent sommet de l'Union africaine avec l'annonce de l'inculpation du président kenyan Uhuru Kenyatta. Depuis sa création, la CPI a inculpé une trentaine de personnes, toutes africaines. Les puissances occidentales n'ont jamais ratifié les statuts de Rome, à l'instar des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Beaucoup d'États africains sont partis au statut de Rome et alimentent les geôles de la haie. S'il est vrai que pour l'instant, les inculpations ne concernent que les Africains, les enquêtes ouvertes l'ont été souvent à la demande des États concernés. Dans l'opinion, la crédibilité de la Cour pénale internationale est sans doute entamée. L'Union africaine qualifie d'injuste l'action de la Cour pénale internationale. Loin de promouvoir la justice et la réconciliation, la CPI s'est transformée en un instrument politique, a déclaré le ministre éthiopien des Affaires étrangères ce vendredi à l'ouverture du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la CPI. Le traitement injuste que réserve cette juridiction au continent africain mérite d'être dénoncé, a-t-il fait savoir. La population de la commune de Ndjili était face à face à ses élus. C'était à l'occasion d'une tribune d'expression populaire organisée par la Ligue nationale des électeurs avec l'appui financier de la Fondation Konrad Adenauer. Les électeurs et les invités à ces débats citoyens ont échangé sur le rapprochement des parlementaires de leur base, les processus de décentralisation et l'organisation des élections municipales, urbaines et locales. L'activité a eu lieu au lycée Sainte-Germaine à Ndjili. Martin Bouyamba pour les détails. La décentralisation selon la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, appuyée par la Fondation Konrad Adenauer, est la seule voie qui permet de rapprocher les gouvernés des gouvernants. Cela dans le souci de permettre une meilleure appropriation du processus de décentralisation. Les défis sont majeurs pour la réussite du processus de décentralisation, reconnaît le président de la LINELIT. Jérôme Bonso renseigne qu'il existe des préalables. Ils ont fait à la loi électorale pour que cette fois-ci, qu'on ne puisse plus avoir les députés, les gouverneurs,
de vice-gouverneurs. Les sénateurs élus par un scrutin indirect. Non, nous voulons que les législateurs puissent adapter les élections au mental du peuple. Le mental du peuple congolais a évolué. Nous avons vu ce que ça a donné en 2006, ce que ça a donné en 2011. Deux orateurs, chacun à sa manière, expliquent aux participants l'essence du sujet retenu, une manière de permettre l'expression de la souveraineté et des choix populaires. Patrick Mouyaya, député national, se dit heureux du choix des sujets. La décentralisation est l'une des stratégies de développement, a-t-il indiqué. L'appropriation du processus nous impose d'observer une certaine attitude. Nous exigeons de nos députés d'être redevables. Nous exigeons de nos bourgmestres de l'être. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que citoyens, pour apporter notre contribution au développement? La décentralisation, ici, c'est plutôt une stratégie de développement par rapport à l'immensité de notre pays, par rapport à l'immensité de ressources. Pour une bonne cohésion nationale, les organisateurs de cette rencontre de réflexion souhaitent l'implication de tout le peuple dans la gestion du pays. 45% d'enfants congolais souffrent de la malnutrition selon le rapport des agences des Nations Unies. Cette situation constitue un véritable frein pour le développement en prévision de la Journée mondiale de l'alimentation qui sera célébrée le 16 octobre prochain. Les agences des Nations Unies se sont accordées à mettre en place des stratégies de lutte contre ce fléau en République démocratique du Congo. La question était au centre du point de presse qu'elles ont organisé jeudi au siège du PNUD à Gombe. Paul Phénicien Nangana et Baby Malobo. Ensemble, les agences des Nations Unies impliquées dans l'alimentation peaufinent deux stratégies pour lutter contre la malnutrition en RD Congo. Selon les statistiques établies par l'UNICEF, la malnutrition tue à 55% les enfants. Aussi, l'éradication de ces fléaux doit être une priorité. Il a été démontré au cours de cette rencontre que les principaux obstacles à l'amélioration de la nutrition en RD Congo demeurent à ce jour la pauvreté, le faible accès aux services de santé, l'insécurité alimentaire et surtout les mauvaises pratiques d'hygiène et d'alimentation. Pour pallier la situation, la FAO préconise la création des conditions nécessaires au développement avec comme socle une production alimentaire diversifiée. L'apport des agences des Nations Unies est certes non négligeable, mais à cela doit s'ajouter celui du gouvernement congolais. Celui-ci doit s'investir davantage pour éradiquer définitivement cette maladie qui constitue un réel frein au développement du pays. La saison sportive débute bel et bien le 27 octobre prochain sur l'ensemble du territoire national. La Ligue nationale de football vient de rendre public le calendrier des rencontres. Déjà dans le groupe B, le Daring Club Motema Pembe débute contre Rojolou au stade de Martyr, alors que le club ira à l'assaut de l'Union sportive Chinkunku de Kananga. À Lubumbashi, Mazembe croisera le fer avec tout capable Elima de Matadi, pendant que Saint-Éloi Lupopo va se mesurer au cercle sportif dans Bosco. Place à présent à la revue de presse qui porte ce soir la signature de José Junior Owawa. La situation sécuritaire à l'est de la RDC, les concertations nationales, la visite du Premier ministre aux États-Unis, ce sont là les sujets qui dominent l'actualité Paris ce vendredi à Kinshasa. L'énigme Kabila, Sassou et Tshisekedi, c'est le titre du phare. Après l'atterrissage de concertation nationale, les regards sont à nouveau tournés vers les palais du peuple où Joseph Kabila devait couler les résolutions de ce forum en décision exécutoire. Mais contre toute attente, Théodore Mugalou, chef de la maison civile du chef de l'État, a été chez Tshisekedi pour relancer les spéculations autour des projets de rapprochement entre les leaders de l'UDPS et le président Kabila. Et les reports du Congrès pourraient être compris comme une tentative de la majorité de pouvoir associer Tshisekedi dans cette affaire, conclut le quotidien. La République revient sur les discours de la MONUSCO en s'exclamant que la mission est en train de tromper les Congolais. Après plus d'une décennie de présence, la mission onusienne ne parvient pas toujours à réaliser correctement sa mission. Malgré son engagement d'éradiquer l'insécurité en RDC, la MONUSCO est désavouée par les Congolais, dixit la République. Le palmarès pour sa part
pense que les mises en scène de Mary Robinson sont dévoilées dans la crise entre la RDC et le Rwanda. En prenant clairement position en faveur du M23, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région des Grands Lacs a déçu les Congolais qui ont tant espéré de l'émissaire de l'ONU, déplorent les confrères. Les potentiels n'y voient pas autre chose qu'une déclaration de guerre entre la RDC et le Rwanda via le M23. Aux confrères d'ajouter que l'échec de Kampala pousse les FARDC à se déployer sur la ligne de front pour une éventuelle confrontation militaire avec l'armée rwandaise. Dans un autre registre, la prospérité nous apprend que Matata Ponyo sollicite les investisseurs américains à venir au Congo. La RDC s'est engagée à améliorer le climat des affaires pour favoriser les investissements, révèle ce quotidien du discours du Premier ministre. Terminons cette revue de presse par la manchette qui fait savoir que Matata Ponyo a séduit les milliers des affaires américains. Reste que ces hommes d'affaires viennent investir au Congo qui dispose de tous les atouts. Merci José Junior pour cette revue de presse et merci à vous pour votre fidélité à Télé 7. Bonsoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. La famille Ngalamouloumé Chitala a la profonde douleur d'annoncer à ses amis et connaissances la mort de son fils Marcel Mbouyi, âgé de 19 ans, mort survenu à l'hôpital du quartier 7 dans la commune de Ndili de suite d'une maladie. Le programme des funérailles se présente de la manière suivante. La levée de la dépouille mortelle de l'hôpital du quartier 7 dans la commune de Ndili aura lieu le lundi 14 octobre 2013. La dépouille mortelle sera exposée au terrain Kaouka dans la commune de Kalamou. L'inhumation interviendra le mardi 15 octobre 2013. En attendant, le deuil est organisé au numéro A85 de l'avenue Longo, quartier Kaouka dans la commune de Kalamou. Ce communiqué tient lieu de faire part. Âgé de 19 ans, mort survenu à l'hôpital du quartier 7 dans la commune de Ndili de suite d'une maladie. Le programme des funérailles se présente de la manière suivante. La levée de la dépouille mortelle de l'hôpital du quartier 7 dans la commune de Ndili aura lieu le lundi 14 octobre 2013. La dépouille mortelle sera exposée au terrain Kaouka dans la commune de Kalamou. L'inhumation interviendra le mardi 15 octobre 2013. En attendant, le deuil est organisé au numéro A85 de l'avenue Longo, quartier Kaouka dans la commune de Kalamou. Ce communiqué tient lieu de faire part.